2009 et donc ça a restauré un peu la capacité des entreprises à faire des profits et les salaires n'ont pas augmenté en 2009. Donc il y a quelque chose qui se passe chez les salariés qui est légitime, qui est de dire la crise a été difficile, ça a engendré des licenciements, les salaires ont été plus ou moins gelés pendant cette période. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on voit qu'effectivement ces entreprises ont redémarré? Et ensuite, il y a un deuxième sujet qui est celui évidemment de ces grandes entreprises qui ont eu cette capacité de gérer la crise, de gérer le cycle parce qu'ils sont implantés dans plusieurs pays et les PME françaises qui elles sont très peu profitables et qui donc n'ont pas beaucoup augmenté leur productivité depuis la fin de l'année, depuis la sortie de la crise et qui ne sont pas en mesure d'augmenter ces salaires. On verra après si vous voulez bien les inégalités débats entre les grandes entreprises et les PME. Restons sur les inégalités, s'il y a iniquité entre salariés et actionnaires. Augustin Landier. Juste pour remettre un peu les choses en perspective, parce que je pense qu'il y a un peu un malentendu sur ces entreprises. Le CAC 40, c'est des entreprises, donc vous savez la fraction des employés de ces entreprises qui travaillent en France, c'est moins d'un tiers aujourd'hui. Donc quand on parle des salaires des entreprises du CAC 40, il n'y a qu'un tiers de leurs salariés qui sont des résidents français. Premier point. Les autres sont à l'étranger. Les autres sont à l'étranger. Et d'ailleurs, c'est des entreprises qui sont maintenant majoritairement possédées par des étrangers. Donc elles ne sont plus françaises, ni par leurs employés, ni par les actionnaires qui les possèdent. La deuxième chose, pour mettre les choses en perspective, c'est imaginer quelqu'un qui, au moment de la fin du gouvernement Jospin, en 2002, investit dans le CAC 40. Okay, il récupère des dividendes et il fait des plus-values. Un actionnaire. Vous savez quel est le rendement d'investir dans le CAC 40 en 2002 jusqu'à aujourd'hui, l'heure où on se parle? Moins 50. Non, 0% quand même, pas 0%. Non, mais le CAC était monté à combien en 2001? Il me semble qu'il était... Mais si vous êtes rentré vous gardez 2000, le CAC de 2002 à aujourd'hui. Si on rentre en 2000, voilà, c'est ça. 0%, vous voulez dire que c'est pas un investissement profitable? Ils s'en sont pas mis plein les poches, c'est pas vrai. Il valait mieux acheter un appartement. C'est pas vrai, ils ont été déçus. Il valait bien mieux acheter un appartement. Voilà. Alors qu'un appartement, ça participe pas de la richesse nationale. Oui, mais enfin, là c'est un peu joué sur les mots, là, parce que vous parlez du mauvais investisseur qui aura fait le mauvais choix, qui ne pouvait pas savoir que c'est le bon investisseur, c'est juste après le crack de Internet. Non, mais s'il investissait au moment de l'Internet, on est un peu quand même dans la magie de l'économie, parce qu'on s'aperçoit quand même, là c'est un point de vue de quelqu'un qui n'est pas économiste, donc il peut dire quand même la vérité, c'est que quand même tout le monde s'est trompé jusqu'à présent. Donc là vous nous dites quelque chose qui est très bien, mais non seulement on s'est trompé, mais on s'aperçoit que, alors je parlais de héros, que la lâcheté est de plus en plus importante. C'est-à-dire que ce qui serait intéressant de lire à la lumière de l'Égypte et de la Tunisie, c'est le livre d'Étienne Laboïssi, Ami de Montaigne, de la servitude volontaire. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un sentiment d'inégalité dans la société, mais on s'aperçoit que personne ne fait rien. Qu'est-ce qui se passerait si dans une entreprise comme EDF, si les gens ne sont pas contents, ils ouvraient leur gueule? Je ne parle pas de grève, je veux dire ouvrir la gueule. Quand vous voyez la veulerie des gens, quand vous voyez comment sont formés les cadres supérieurs, les écoles de commerce, quand vous voyez ces pauvres élèves, l'état d'esprit qu'ils ont dans la tête, c'est à peu près JR qu'on voyait chez Drucker l'autre jour. C'est-à-dire, oui, c'est un système dégueulasse, mais moi j'arriverai à être au-dessus. Moi j'arriverai à être malin. C'est l'idéologie. C'est l'idéologie qu'on de commerce. Ils vous ont rien fait. Il y a des gens formidables. Il y a des gens formidables, mais je parle de justement, c'est l'idéologie qu'on leur met dedans. Il y a plein de gens qui sortent de là et qui vont travailler bénévolement. Je suis d'accord que les gens qui ont fait l'école de commerce sont tous des salauds. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était l'idéologie. Des lâches. Excusez-moi, c'est pas des compliments quand même. C'est la lâcheté générale. Écoutez, moi je trouve pas que c'est des lâches. Il y a des gens qui sont entreprenants, il y a des gens qui sont courageux. Non mais ça, on est d'accord, mais ça on le sait. C'est les héros de ce salauds. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Partout. Non, mais tout de même, là où vous avez raison, c'est que les entreprises du CAC 40, c'est pas des entrepreneurs d'hier, c'est pas Google, c'est pas Microsoft, c'est des vieilles entreprises qui sont assises sur des rentes. Parmi elles, il y a des banques, et là je suis d'accord avec l'idée qu'il y a des rentes illégitimes. Les rentes des banques sont des rentes qui posent problème aujourd'hui et qui éventuellement qu'il faut peut-être taxer. Pour en terminer, c'est qu'il y a quand même que les gens comme vous qui parlent, parce que à part moi, mais ça c'est un détail. Je veux dire, les cadres moyens et les cadres supérieurs qui n'ont pas accès aux médias, ceux-là ne parlent pas. Et s'ils parlaient, ils diraient la même chose que vous. C'est quand même extrêmement étrange, parce qu'ils ne sont pas dans la même position dans la société. Donc je pense qu'il y a une unité de parole dans l'entreprise. Non, mais c'est une opinion que je vous donne. Vous me dites que c'est pas pareil chez vous, mais c'est tant mieux. Non, mais je suis pas si bon, je comprends pas ce que vous dites. Oui, je suis pas sûr de comprendre. Je veux dire qu'il n'y a aucune capacité de révolte individuelle. Parce que vous parlez des cadres des grandes entreprises. Je parle de tout le monde dans cette société.
vérité. Je dis qu'avec la terreur économique, personne ne prend le risque de parler par peur d'être mis dehors. Et en cas de guerre, il y a d'autres peurs. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est tout. C'est pas pour insulter les gens. Mais je ne pas. Mais ça fait appel au débat sur les salaires. C'est que, voilà, si moi, j'ai les enfants, je ne vais pas insulter mes enfants. Je dis simplement qu'il y a ce climat de torpeur. Sous prétexte qu'on risque de perdre un emploi, eh bien, on accepte de plus en plus de choses. C'est tout. Voilà, dans d'autres périodes de l'histoire aussi, les gens avaient peur de perdre leur emploi. Ils étaient fonctionnaires, ils faisaient ce qu'on leur disait. C'est tout ce que je dis. Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce que vous dites en gros, c'est que de peur de perdre son emploi, tout le monde ferme sa gueule, mais tout le monde trouve ça dégueulasse, quoi, si je résume ce que j'ai bien compris. Donc on est lâche ou veule, etc. Même plus. Mais je vais vous dire, moi je ne vois pas du tout le chose comme ça. Moi je suis en entreprise, dans la mienne, mais dans d'autres, on multiplie les enquêtes de satisfaction des employés. Quand les gens ne sont pas contents, ils bossent mal. Bon, eh ben, je vais vous dire ce qui se passe. Et Internet est pour ça un révélateur terrible. C'est quand ils ne sont pas contents, ils font des blogs. Et ça, attendez, vous savez bien que non. Mais bien sûr que vous savez bien que si. Il y en a encore un qui a été viré parce qu'il avait dit ses opinions sur Twitter. C'était hier. C'est grotesque. Mais vous savez très bien que n'importe quel chef d'entreprise peut parfaitement licencier un employé qui est exprimé publiquement sur Internet. C'est drôle. Ils font des blogs. Mais non, mais ils sont virés tous les jours pour des trucs sur Facebook parce qu'ils disent qu'ils s'emmerdent au bureau. Vous allez dire qu'ils font des blogs contre vous, mais c'est grotesque. Je dis ça pour rire. Mais venez travailler en entreprise. Je risque pas de travailler chez vous, monsieur. J'ai travaillé longtemps dans l'entreprise. J'ai la chance de pouvoir être en dehors du système et comme tous les gens qui peuvent gagner. Non, mais tous les gens qui peuvent gagner. Écoutez, la publicité sur le loto, vous ne croyez pas qu'elle est très humiliante pour les gens d'entreprise? Le type qui a gagné au loto, qui enfin dit ce qu'il pense à son PDG, vous ne croyez pas que c'est assez symbolique de notre société? C'est une publicité, je crois. C'est une publicité, oui, d'accord. Audrey Vernon, on veut vendre quelque chose, le loto. Audrey Vernon. Au sujet du CAC 40, les profits qui explosent, ça rejoint un travail de Camille Landais, qui est un économiste et qui parle d'explosion des inégalités. Donc le fait que les salariés se sentent lésés dans la redistribution, c'est pas du tout un fantasme. L'argent va vraiment aux actionnaires et aux capitalistes. Mais c'est le principe. On entreprend pour faire des bénéfices. Globalement, l'argent, il va aux capitalistes, il ne va pas aux travailleurs. Ça, c'est une base. C'est les patrons d'entreprise. Oui, il va aux capitalistes, aux gens qui possèdent les entreprises ou qui travaillent pour eux. Mais ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression que les travailleurs sont soumis en fait à une triple peine. C'est-à-dire qu'à la fois, ils travaillent. Ensuite, ils consomment, ce que les grands chefs d'entreprise ne font pas forcément, puisque souvent, ils possèdent leurs fournisseurs, donc ils se redistribuent à eux-mêmes, donc ils dépensent chez eux. Et la troisième chose, c'est qu'aussi, ils payent des impôts. Contrairement aux grandes entreprises du CAC 40, qui, pour un quart d'entre elles, ne payent pas d'impôts. Et en moyenne, elles payent 8% d'impôts. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui payent 8% d'impôts. C'est le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. C'est magnifique. Effectivement, qui dit qu'en moyenne, les entreprises du CAC 40 payent 8% d'impôts en France. Mais monsieur, déjà, vous dites que le nucléaire est une industrie récente. Le nucléaire, une industrie ancienne. Mais alors la roue, c'est quoi? Alors, juste un point quand même, c'est que les salariés, certains salariés détiennent quand même leur entreprise. Et donc, de fait, ils reçoivent des dividendes aussi. Donc, vous avez quand même, je ne dis pas que c'est la majorité des salariés, mais dans les grandes entreprises, et c'est là où une inégalité avec les petites entreprises, c'est que beaucoup de salariés sont propriétaires de leur entreprise et à ce titre reçoivent des dividendes. On a à peu près 52% des salariés qui détiennent des entreprises du CAC 40 par rapport à cette... Une partie des entreprises du CAC 40. Une partie des Paul Jorion. Oui, mais on a tendance évidemment à parler de catégories, des gens qui vont dans telle école, des individus qui font ça, qui ont un blog ou qui sont sur Facebook, etc. Mais bon, moi je suis sociologue aussi de formation. Alors il y a quand même il y a des structures. Et je crois qu'il faut faire un tout petit peu un retour en arrière et penser à cette époque où on imaginait ce qu'on appelait l'an 2000 parce qu'on était en 1950 et on voyait l'an 2000. Et on savait déjà, il y avait déjà des gros ordinateurs, on savait que l'ordinateur allait faire une différence, que la productivité allait augmenter dans les entreprises. On savait qu'on allait remplacer des gens dans des tâches pénibles ou des tâches que les gens n'ont plus envie de faire parce qu'elles sont compliquées, qu'elles demandent beaucoup de techniques et qu'elles sont épuisantes pour les gens. Il faut penser au temps moderne de Chaplin. On allait remplacer ces gens-là par les robots. Et on avait une représentation, on allait faire ça, l'informatisation, les robots, et on allait travailler moins, on serait tous très riches et on aurait une société qui serait une société paradisiaque. Or, qu'est-ce qui s'est passé? L'informatisation est venue,
on a utilisé une partie de la productivité pour faire baisser les prix. Il y a des choses qui sont devenues moins chères, mais il y a énormément de l'argent, de la richesse qui a été créée. Et on le sait, ça, les chiffres ont été donnés justement par des gens comme Piketty, etc. Montrer les salaires ont stagné. C'est pas seulement en France, la part des salaires ont stagné. Et surtout, le bonhomme qui est remplacé dans son entreprise, qui est remplacé par un robot, on lui donne une prime énorme parce qu'on a fait ce progrès extraordinaire de le remplacer lui par un robot. Non, simplement, on le met à la porte, on le licencie. Et est-ce qu'une partie de cet argent qui a été gagné parce qu'il y a des robots qui remplacent les gens, quelque chose qui bénéficie à tout le monde, est-ce qu'il y a une partie de cette richesse qui a été créée de cette manière-là qui revient à la communauté? Pas non plus. Pas non plus. Ça fait un peu plus pour les actionnaires, ça fait un peu plus pour les dirigeants d'entreprise. Parce que on en parle. C'était, je ne sais plus, c'était JP Morgan qui disait je gagne 30 fois plus que mon employé, etc. Voilà, ça c'est bien comme ça, 30%. C'était 30 fois. Henry Ford, c'est Henry Ford. Et c'est 40 fois. Voilà, bon, c'est Henry Ford et c'est 40 fois. Mais je crois que JP Morgan a dit des choses comme ça aussi. Mais de toute manière, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a des choses, c'est multiplié par centaines, etc. Et on se distribue. Monsieur Blankfein, à la tête de Goldman Sachs, dont on sait que l'entreprise était insolvable, on le sait maintenant, parce qu'on a dû demander à la Cour suprême que l'information soit communiquée. Monsieur Blankfein, il était dans une entreprise insolvable qui a été remise chez Goldman Sachs, qui a été remise sur les rails. Il a été accusé accusé l'année dernière devant une commission du Sénat d'avoir fait la pire des choses, d'une part d'avoir roulé ses clients et d'autre part d'avoir créé des produits intentionnellement pour bénéficier de la dégradation, de l'effondrement du système financier. Et ce monsieur a reçu, pour 2010, il reçoit 33 millions de dollars en prime parce que c'est un génie, je ne sais pas pourquoi. On nous dit, alors ces 33 millions, s'il fallait le diviser par 1 million de personnes, ça ferait jamais que 33 €. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir qu'il y a un problème de confiscation. Et comme on l'a vu tout à l'heure, cette confiscation, elle s'accélère. Et ça va de mal en pis. Quand on a regardé la concentration du patrimoine en 2008 aux États-Unis, en Europe, etc., c'était comme ceci. En 2011, c'est pire. Ça ne s'est pas corrigé à cause de la crise, c'est pire maintenant. Et c'est pas simplement pire de manière linéaire, ça s'accélère, le mouvement s'accélère. Il faut être un peu modeste peut-être, parce que dans tout ce qu'on dit finalement, on fait abstraction du capitalisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre système. On avait le système soviétique, mais il est un peu mort. Et le système capitaliste, vous êtes, si vous voulez, c'est quand même basé sur l'avidité de tout le monde. Et si vous enlevez ce moteur qu'est l'avidité à l'entreprise, il n'y a plus d'entrepreneurs. Et il n'y a plus d'actionnaires, il n'y a plus d'investissement. Donc là, on est en train de tourner autour du pot, c'est-à-dire d'une certaine façon glorifier le capitalisme, ou du moins vouloir le garder, et l'autre côté, essayer de le battre en brèche pour un système que je ne comprends pas tellement, parce que quand vous dites qu'il y a eu un tsunami à cause du tsunami japonais, moi je ne crois pas, parce que le sentiment humain qui est l'avidité, on ne l'a pas perdu. C'est-à-dire que, regardez par exemple, quand Barack Obama a été élu, il parlait de green economy. C'est-à-dire que c'était encore cet angle de l'écologie vu, c'est-à-dire qu'il aurait pu tenir les mêmes propos que vous, mais c'était encore dans le sens du profit. Parce qu'on est dans un système qui ne peut pas fonctionner autrement. Et là, justement, je reviendrai un peu sur ce que j'ai dit en revenant un peu en arrière, c'est que je veux dire que les gens ne sont pas coupables. C'est-à-dire qu'on n'est pas coupable d'être dans un système où finalement tout le monde en veut davantage. Parce que tout le monde en veut davantage. Tout le monde veut plus de renommée, tout le monde veut plus d'argent, tout le monde veut plus de capital. Tout le monde veut des augmentations. Tout le monde veut des augmentations aujourd'hui. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Les responsables, ils ont un nom. Quand on parle de cinéma, on cite le nom des acteurs. Je ne comprends pas pourquoi en économie, on ne cite jamais le nom des hommes les plus riches du monde, de Carlos Slim élu, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault. Les gens ne savent pas que quand ils vont chez Sephora, ils vont chez Bernard Arnault. Et quand ils achètent un produit Christian Dior chez Sephora, ils donnent 2 fois à Bernard Arnault. Ça ne devrait pas s'appeler Sephora, ça devrait s'appeler chez Bernard. Comme ça, les gens, ils sauraient. Oui, ne citez pas trop de marques. Parlez plutôt de Bernard. Les marques, non. Tant que vous ne dites pas commettez pas de diffamation, bien entendu, en ce qui concerne... C'est pas de la diffamation, c'est à lui. Non, je disais, bien et à chaque fois qu'on y va, on lui donne à lui. Donc c'est bien de le savoir quand même. Je trouve que sur les produits, comme sur les produits alimentaires, il y a la composition du produit, la nourriture qu'il y a dedans. Je trouve que sur les produits qu'on achète, il devrait y avoir la composition de la marge. Ça, on sait qu'on donne un petit peu à Bernard Arnault, un petit peu à Bill Gates, très très peu au fabricant chinois qui a fabriqué par exemple l'iPhone. Mais au moins, on y va en toute connaissance de cause. Et puis ça peut faire plaisir. On se dit, ah bah c'est bien, tiens, je vais donner un petit peu d'argent à Bernard Arnault, qui est 4e sur 6,5 milliards et
qui en a peut-être besoin. Pour qu'il passe troisième, on fait des Non, concours. mais là, ça pose une bonne question qui est celle de l'origine des profits, qui est aussi celle que vous posez, Paul Jorion, qui est est-ce qu'il n'y a pas des profits qui sont au fond illégitimes? Par exemple, ceux des banques qui possèdent la signature de l'État et qui, avec, prennent des risques. Ça, c'est une source de profit illégitime, qui devrait être régulée, qui devrait être taxée, etc. Mais plus généralement, il y a la question de la compétition, de la concurrence entre entreprises. Et c'est vrai que dans le top 10 du CAC 40, vous avez Total, bon, là aussi, flambée des prix du pétrole, l'entreprise fait les profits de très très loin les plus massifs du CAC 40. Vous avez des grosses banques, vous avez... Vous savez qu'il en a un petit bout de Total. Donc quand on va à la pompe chez Total, on donne un petit peu à Bill Gates aussi. Vous avez France Télécom, bref... Beaucoup à Bill Gates, c'est qu'il a donné 95% de sa fortune quand même. Mais non, mais quand il sera mort... Quand vous voulez qu'il le fasse maintenant? Non, il s'est déjà fait. Je sais qu'il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Vous souhaitez qu'il meure, vous avez raison. Il dit qu'il donnerait tout à sa mort, comme Warren Buffett. Il va tout donner. Là, il a donné 28 milliards à sa propre fondation.